Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. À un an des élections européennes, jamais l'Union européenne n'a autant été critiquée et mal aimée à l'intérieur de ses frontières. Le manque d'unité à sa tête a pour conséquence une perte d'influence sur la scène politique et diplomatique mondiale. Alors faut-il réformer l'Union européenne? Comment faire pour soigner le patient Europe? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec mon invité, la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier. Bonjour. Bonjour. Avec vous, mais sans votre collègue Yannick Jadot qui s'est décommandé en début de semaine, ce que bien sûr nous regrettons. Alors avant de parler des solutions à apporter, êtes-vous d'accord sur le diagnostic que je viens de faire d'une Europe, d'une Union européenne en plein désamour avec ses propres habitants? Oui, je suis d'accord sur le fait que l'Union européenne est aujourd'hui perçue trop loin de ses habitants. Et pourtant, chaque jour, dans les décisions que nous prenons, ce sont les habitants européens qui sont concernés. Mais ça fait des années qu'on entend le même discours. Que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière de terrorisme, que ce soit en matière sanitaire, et je pourrais vous en citer d'autres exemples. Mais admettez que ça fait longtemps qu'on dit la même chose par rapport à ce désamour. Ça, oui, c'est pas nouveau. C'est vrai. Et ça se règle pas. Bon, loin de là. Pourquoi ? Moi, vous savez, je suis une tenante de l'Europe sociale. Je suis persuadée d'une chose, c'est que tant que l'Europe ne va pas montrer à ses citoyens européens qu'elle s'occupe de l'emploi, première préoccupation des citoyens européens, et qu'elle travaille pour eux dans la législation sociale, c'est-à-dire qu'il faut faire prendre un nouveau tournant à l'Europe, c'est une nouvelle page de l'Europe que nous devons écrire. C'est-à-dire qu'il nous faut aujourd'hui entamer le chapitre de l'Europe sociale. Vous n'avez pas l'impression de parler dans le vide parce que d'un côté, il y a le Brexit, de l'autre côté, il y a la montée des populismes avec l'Italie, la Hongrie, la Pologne. Tout ça, ça reflète bien le blues de ce qu'on appelle les oubliés de la mondialisation. Mais vous apportez de l'eau à mon moulin, cher Jérôme. Le Brexit, qu'est-ce que ça a été? L'Europe, c'est l'adhésion à 4 libertés fondamentales. La liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. Or, le Brexit, qu'est-ce que c'est? C'est le refus de la libre circulation des personnes. Et la libre circulation des personnes, particulièrement la libre circulation des travailleurs. Donc vous voyez bien que tant qu'on ne va pas ouvrir le sujet, le chapitre de l'Europe sociale, les citoyens ne se sentiront pas concernés par l'Europe. Vous n'avez pas l'impression que ce Brexit et puis cette montée des populismes, ce n'est pas des signes qui alertent sur une Europe jugée trop soit technocratique d'un côté, soit trop libérale de l'autre? Ou à la fois d'ailleurs. Alors, sur l'Europe technocratique, je veux bien vous répondre très sincèrement. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion et de méconnaissance de la façon dont les institutions fonctionnent. Et quand on dit techno, ça veut dire la Commission européenne. La Commission européenne qui prépare les textes. Mais qui prend les décisions? C'est le Parlement qui vote. Pourtant, on a l'impression que le pouvoir aujourd'hui en Europe, c'est la Commission, c'est pas le Parlement. C'est pas vrai. Vous voulez que je vous... Vous voulez un exemple? Un exemple qui me fait très très plaisir de vous citer. La Commission européenne avait préparé une directive sur la libéralisation du temps de travail des routiers indépendants. Bon. Un truc à refuser totalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon parti politique, le Parti populaire européen, qui a le rapport. Je me mets sur le sujet, je dis insécurité routière, concurrence déloyale entre les entreprises, dumping social. Je bloque la directive. Et je peux vous en citer d'autres. Tenez, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy étaient d'accord pour supprimer le fonds d'aide aux plus démunis, celui qui va aux banques alimentaires, aux Restos du Cœur, etc. Qui l'a rétabli? Le Parlement européen. Une Europe de la rigueur, souvent on dit. Même l'ancien ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, chantre de la rigueur s'il en est, il a dit qu'il était difficile de ne jamais tenir compte des peuples. On en arrive là quand même. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Tenir compte des peuples, c'est tenir compte de leurs premières préoccupations. Et la première préoccupation de tous les citoyens, que ce soit les citoyens français, polonais, hongrois, britanniques, c'est l'emploi, c'est le travail. Elisabeth Morin-Chartier, vous êtes députée européenne depuis maintenant presque 11 ans. Donc dans 8 jours, vous faites partie du rouage européen. Est-ce que vous avez, vous,
quelque part, vous vous sentez un peu coupable de cette absence de lien, pour le coup social, malgré votre travail, j'imagine, dessus. Est-ce que vous dites, bah voilà, je fais partie aussi de cette grosse machine qui est mal connue, en tout cas qui n'est pas comprise, en tout cas, ou qui a un gros problème, ou qui est malade, qui est l'Europe, l'Union européenne? Ben justement, moi je fais partie des combattantes pour que l'Europe prenne un autre champ de responsabilité et prenne une autre orientation, une orientation sociale. Je travaille depuis 11 ans... Malgré la force des lobbies? Des lobbies. Pourquoi la force des lobbies? Avec les syndicats, avec les syndicats européens, avec la Confédération européenne des syndicats, avec Business Europe, avec l'ensemble des organismes. Vous savez, les lobbies... On voit bien en agriculture, on voit bien sur l'agrochimie que les lobbies sont très présents. Sur l'agrochimie, vous me parlez des lobbies, et ça correspond à votre image des lobbies. Mais nous, au niveau du Parlement européen, quand j'ai fait la directive sur la santé des travailleurs soumis aux champs électromagnétiques, j'avais des tas de lobbies. Parmi les lobbies, il y avait les patients, par exemple, qui subissent des examens médicaux dans des champs électromagnétiques. Donc, la notion de lobby, elle est beaucoup plus large. Mais quand vous dites lobby sur un ton un peu négatif, moi je vous réponds que les politiques retroussent leurs manches et ne soient pas dans les mains des lobbies, mais prennent leurs vraies responsabilités et fassent leur travail politique. Moi, c'est ce que je fais en tous les cas. Il y a 13 ans, en France, le 29 mai 2005, à peu près 55% des Français, des électeurs français, votaient non au référendum sur la Constitution européenne. 3 ans après, on leur a confisqué cette décision. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, le péché originel de nos dirigeants politiques qui empêche, finalement, toute relation de confiance entre les Français et leur personnel politique, entre les Français et l'Europe? Vous pourriez l'analyser comme ça. Je pense que j'ai une analyse beaucoup plus large que ça. Mon analyse, c'est que l'Europe, qui a été fondée pour instaurer la paix entre les peuples d'Europe, a dû entamer d'autres chapitres, en particulier le chapitre de la politique agricole commune, le chapitre du marché intérieur. Mais aujourd'hui, notre responsabilité, nous qui sommes les héritiers de Jean Monnet, originaire de Cognac, un picto charentais, père fondateur de l'Europe, mais nous savons que faire vivre l'héritage de Jean Monnet, c'est pas uniquement préserver la paix, c'est aussi asseoir la liberté et la démocratie, aujourd'hui fortement menacée en Hongrie et en Pologne, c'est aussi ouvrir d'autres nouveaux chapitres de l'Europe. C'est ce à quoi je travaille. Je reprends un peu avec le nom de la France en 2005, des Français en tout cas en 2005, et puis sur la situation actuelle. Le fait qu'il y ait par exemple, qu'il puisse y avoir une sanction européenne de la Commission européenne pour les pays en cas de manquement ou de retard dans l'application des mesures préconisées par les grandes orientations des politiques économiques, les fameuses GOPE. Est-ce que cela doit-il être réformé? Parce qu'on a l'impression que finalement c'est faites ce qu'on vous dit, le reste ça ne marche pas. Où est la liberté finalement dans cette Europe? Où est le social pour le coup? Est-ce que c'est pas finalement une Europe vraiment très libérale, comme beaucoup la critiquent? Est-ce que le fait qu'on puisse être sanctionné parce qu'on ne fait pas comme l'Europe veut, est-ce que c'est pas un problème? Même pour être une liberté politique. Est-ce que vous trouveriez que c'est un problème ou que ça n'est pas un problème que l'Europe, par exemple, n'attache pas l'attribution des fonds de cohésion, FEDER, FEADER, etc., au respect des libertés fondamentales de l'Europe, et en particulier au respect des libertés humaines, au respect de la démocratie. Moi, je trouve que c'est un excellent moyen pour M. Orban ou pour le gouvernement en place en Pologne que de dire, écoutez, les fonds de cohésion, ils doivent aussi s'attacher à un respect des libertés fondatrices de l'Europe. Vous me parlez libéralisme et moi je vous réponds liberté. Le droit européen prévoit aujourd'hui l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. La situation sociale actuelle met donc d'un côté l'Europe, du côté du gouvernement français dans son rapport de force, en ce moment avec par exemple les cheminots en grève. Comment imaginer que ces derniers puissent, eux, aimer l'Europe si on leur retire leurs acquis sociaux? C'est pas l'Europe qui retire les acquis sociaux, parce que je voudrais vous rappeler un principe européen, c'est que l'organisation sociale dépend de chaque État membre. Donc ça dépend de la responsabilité du gouvernement français. Qu'est-ce qui dépend de la responsabilité européenne? C'est l'organisation du transport au niveau européen. Pourquoi? Parce avec une mise en concurrence.
alors avec la mise en concurrence, mais aussi avec une énorme aide, et en particulier du fonds qu'on appelle le fonds Juncker, le fonds des investissements stratégiques, qui vient développer des grands axes de circulation ferroviaire à travers toute l'Europe. Vous savez bien que aujourd'hui, que ce soit la ligne Sud-Europe-Atlantique, la LGV, ou que ce soit les grandes lignes qui vont vers la Belgique, vers les Pays-Bas ou vers l'Allemagne, ce sont des lignes internationales avec un service international. Voilà ce que c'est l'ouverture du marché. L'absence d'harmonisation des diplômes en Europe est symptomatique des blocages. Comment expliquer que malgré Erasmus, par exemple, un diplôme irlandais aujourd'hui, encore aujourd'hui, n'a pas la même valeur qu'un diplôme français équivalent? Alors, quand vous parlez, Jérôme, harmonisation des diplômes, il y a deux choses. Ont été harmonisés, depuis le processus de Bologne en 1995, l'harmonisation des niveaux de diplômes. C'est-à-dire qu'à travers toute l'Europe, l'apprentissage, le BTS, les diplômes universitaires, licence, maîtrise, doctorat, sont harmonisés. Mais la validation des diplômes étrangers... Ce qui n'est pas harmonisé, qui est un très gros travail, sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est le contenu des diplômes. C'est ça dont vous me parlez. Et le contenu des diplômes, écoutez, il faudrait d'abord que la France se regarde, parce qu'elle a 3 fois plus de diplômes que les autres, et que les autres États membres. Donc, il faut qu'on arrive à clarifier cette carte de contenu des diplômes. Mais en tous les cas, Erasmus, c'est un vrai succès à travers toute l'Europe, et nous venons d'en doubler les fonds pour l'année qui vient. Alors on le sait, vous avez beaucoup travaillé sur la question du statut des travailleurs détachés au sein de l'Union européenne. On en parle avec l'invité surprise de cette émission, juste après ce reportage diffusé en octobre dernier, mais qui est toujours d'actualité. Les négociations auront duré plus de 12 heures. Les ministres européens du travail ont finalement trouvé un compromis sur la réforme de la directive du travail détaché. D'abord, comme le demandait la France, la durée de détachement devrait être plafonnée à 12 mois, auxquels s'ajouteront 6 mois de plus avec l'accord du pays d'accueil, une concession cette fois faite aux pays d'Europe de l'Est. Autre point, un travailleur détaché ne toucherait plus le salaire minimum du pays hôte, mais désormais un salaire égal pour un travail égal. S'ajouteront donc par exemple les primes, le 13e mois ou encore les tickets restaurants. Seules les charges sociales restent payées dans le pays d'origine. La ministre du Travail français salue ce premier accord. C'est un grand jour pour l'Europe. C'est un grand jour pour l'Europe sociale. Grâce à cet accord, les salariés détachés seront mieux protégés, leurs droits seront renforcés. Et pour les entreprises, ce sont des conditions de concurrence plus équitables sur le marché intérieur. Exclues de l'accord les entreprises de transport routier. Elles resteront soumises à l'ancienne directive de 1996, avec le sentiment d'avoir été sacrifiées. Nous entendons qu'un accord dit historique a été signé cette nuit. Nous estimons, nous, qu'il est effectivement historique, mais plutôt historiquement scandaleux pour le transport routier, dans la mesure où le transport routier est le seul secteur d'activité à être exclu de cet accord. D'autant que notre activité aujourd'hui est extrêmement impactée par du dumping social mis en œuvre par des pays, notamment des pays d'Europe de l'Est et de la péninsule ibérique. Retour sur le plateau de Dimanche en politique consacré à l'Europe avec Elisabeth Morin-Chartier. Pour vous, malgré le fait que les cotisations sociales sont payées dans le pays d'origine et malgré l'exclusion du secteur des transports, cette nouvelle directive est une victoire? Est en passe d'être une victoire? Alors, l'accord dont on parle ici dans votre reportage, c'est l'accord au Conseil. Ce n'est pas l'accord final que nous avons passé au niveau du Parlement européen avec le Conseil, qui est l'accord final, qui est celui de la nuit du 28 février au 1er mars. Qui va avoir lieu en mois de juin à peu près. Et donc, nous allons voter sur cet accord le 12 juin. Ce qu'il faut préciser à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien, c'est que les cotisations sociales font partie d'un autre texte qui est sous la responsabilité du socialiste français Guillaume Balas, avec lequel je travaille beaucoup, ce qui est le règlement de cotisation des sécurités sociales. Donc il y a un autre texte qui arrive sur la table en même temps. Et puis enfin, pour les transporteurs routiers, eh bien, il y a ce qu'on appelle le paquet mobilité. Donc les transporteurs routiers sont concernés par
par un nouvel accord qui arrive aussi sur notre table de travail. Allez, on va en travailler de ce travailleur détaché de la clause Molière avec l'initiateur de celle-ci, Vincent You, qui est l'invité surprise de cette émission. Vous êtes adjoint au maire d'Angoulême et vice-président du Grand Angoulême. Bonjour Vincent You. Bonjour. Avant de débattre avec Elisabeth Morin-Chartier, je rappelle que la clause Molière consiste à imposer l'usage du français sur les chantiers publics en inscrivant une clause dans les appels d'offres de marché public. Il en va, dites-vous, de la sécurité des travailleurs. Elisabeth Morin-Chartier, pour vous, cette clause va à l'encontre des principes fondateurs de l'Union européenne, parmi lesquels la liberté de circulation des citoyens et des travailleurs. Vincent You, votre députée européenne, est devant vous. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? D'abord, bonjour. Je suis content de pouvoir débattre parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'être face à face sur ce sujet. C'est vrai, c'est la première fois. Et en l'occurrence, je dois dire que je participe au désamour qu'on a évoqué tout à l'heure sur la façon dont l'Europe se construit aujourd'hui et que d'une certaine manière, je trouve que de dire qu'il y a une grande victoire sur la réforme du travail détaché, alors que le dumping social constitutif de cet écart de charge reste, c'est quelque chose qui me paraît un aveuglement dramatique. Mais on attends, a payé beaucoup d'emplois. Faut pas dire ça. On a perdu beaucoup d'emplois d'ouvriers avec la désindustrialisation. Aujourd'hui, on en perd beaucoup dans le BTP. Et donc, la clause Molière, aujourd'hui, est le seul bouclier légal qui existe. Et je suis très heureux d'avoir été à l'initiative. Allez, Elisabeth Morin-Chartier, une réponse par rapport à ça. Je réponds à Vincent You que, par exemple, en Savoie, en Haute-Savoie, il y a 5000 emplois dans le bâtiment qu'il faut tenir parce qu'il y a une grosse explosion de construction pendant une période très courte, période de montagne. On ne peut pas construire toute l'année. Et sur ces emplois-là, il y a 400 emplois qui sont tenus par des Savoyards. Mais comme il faut un afflux de travailleurs spécialisés pendant une période donnée sur un lieu donné, eh bien, on est obligé de faire appel à des travailleurs détachés. Et puis, je répondrai que si vous allez dans la région de Vitré et que vous en parlez aux fédérations du bâtiment, vous verrez que nous n'avons plus, par exemple, de carreleurs et que les carreleurs, aujourd'hui, qui viennent travailler en France, sont des carreleurs hongrois. Mais moi, le fait que, quand il y a des besoins, il puisse y avoir des recrutements européens, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, de considérer qu'aujourd'hui, la question des conditions de travail n'existe pas quand on ne peut pas se comprendre et pas se parler, ça c'est une négation, c'est un mépris profond pour ce que c'est que le travail d'un ouvrier. Et les fédérations professionnelles, que ce soit la Fédération française du bâtiment au niveau national ou la CAPEB, étaient et restent des soutiens très marqués. Le Conseil d'État a accepté le fait qu'il y ait un interprète obligatoire en cas d'embauche de travailleurs détachés ne parlant pas le français. C'est un compromis qui vous va, qui vous sied? C'est la clause Molière d'Angoulême, revue par les Pays de la Loire, améliorée par les Pays de la Loire, qui rentrait dans le droit français avec cet avis du Conseil d'État. Donc à un moment donné, Elisabeth Morin-Chartier m'a traité d'adepte de la xénophobie pour avoir lancé cette clause Molière. C'est public. C'est public. J'ai essayé d'avoir un débat sur ce sujet-là. C'était une illustration d'une volonté de noyer le poisson, c'est-à-dire que à partir du moment où le sujet, on n'est pas d'accord, on vient traiter l'autre de... On a bien compris ce que vous reprochez à Elisabeth Morin-Chartier. Si on n'est pas d'accord avec la clause Molière, grosso modo... Il y a des choses très très claires, Jérôme. En début d'émission, vous me dites... il y a une montée des populismes, et il y a une distance entre l'Europe et les citoyens. Moi, je vous dis aujourd'hui, cette révision de la directive fait en sorte qu'il y a une vraie possibilité de services, de diffusion des services et de mobilité des services à travers toute l'Europe. Il y a une vraie mobilité des travailleurs. Vous ne pouvez pas d'un côté faire la mobilité des étudiants Erasmus et puis pendant ce temps-là vous refermer aux frontières. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui vont travailler à l'étranger. Il y a 250 000 Français à l'étranger. En 2015, il y avait 178 000 travailleurs détachés qui ont travaillé en France et au même moment, 140 000 travailleurs français étaient détachés dans un pays européen. La source vient de la Commission européenne. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement une sorte d'équilibre ? Non, parce que ce n'est pas les mêmes types d'emplois. Ce ne sont pas des gens qu'on vient chercher parce qu'ils coûtent moins cher et parce qu'on veut casser les prix. Ce sont des gens qu'on va employer parce qu'ils ont des compétences. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, le politique ne doit pas être que l'allié des cols blancs. La question, c'est d'avoir le souci des ouvriers parce que c'est eux qui sont à la difficulté. Vous connaissez mal le sujet, Vincent. Écoutez, moi je veux bien qu'on se cache toujours derrière l'expertise, mais moi je vais sur les chantiers. Je vais sur les chantiers et je le connais. C'est qu'il y a aussi des chefs d'entreprise françaises qui vont fonder des entreprises
en Bulgarie, en Roumanie, pour utiliser du travail moins cher. Donc, les mobilités sont beaucoup plus complexes. Sur ce point, je suis d'accord. Voilà. Sur ce point, je suis d'accord. Donc, vous voyez bien que ce qu'il faut le problème de l'emploi local dans notre pays est fondamental. Le problème de l'emploi local devrait être porté par quelqu'un. Je suis la première à préserver l'emploi. Et préserver l'emploi, ça veut dire qu'on puisse avoir en même temps et une concurrence loyale entre les entreprises. Concurrence loyale entre les entreprises, c'est ça la préservation de l'emploi. Tout en préservant les salariés du dumping social. Un dernier mot de Vincent Youf. Le dumping social restera tant qu'il y a un écart sur les charges. Mais ça c'est le texte de Ballas. Vous ne pouvez pas le mettre dans la directive sur les travailleurs détachés. D'accord, mais alors, la réforme sur la directive détachée, elle sera en 2022, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, Elisabeth, vous êtes favorable à la clause Molière? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes favorable à l'application de la clause Molière? Jamais. Pas plus. D'abord, elle a été retoquée. Laurent Wauquiez a voulu la mettre. Jérôme l'a dit, le Conseil d'État l'a validé. On va achever ce débat, s'il vous plaît. Un dernier mot, s'il vous plaît, Elisabeth Morin-Chartier. L'application, d'abord, il faut que le texte soit voté. J'espère qu'il va être voté le 12 juin. Ça sera une avancée considérable pour les entreprises qui n'auront plus à faire face à ce dumping social et pour les salariés qui seront dignement traités enfin. Merci Vincent Youf d'avoir accepté d'être l'invité surprise de cette émission. Un cadeau. Sans un petit cadeau. Je vais sur les chantiers, pas uniquement pour les premières pierres, pas simplement pour les visites officielles, pour parler avec les ouvriers et dire qu'ils peuvent se parler simplement avec des gestes. C'était un mépris. Donc, Elisabeth, il faut retourner sur le terrain. J'ai une certaine affection pour vous, mais il faudrait oublier les insultes et retourner sur le terrain. J'y suis toujours. Merci beaucoup, sur Vincent le terrain. Youf. Et si vous venez dans mon bureau, vous verrez mon casque de chantier parce que j'y suis sur les chantiers. On va terminer avec la place de l'Europe dans le monde. La crise américano-iranienne cristallise aujourd'hui la faiblesse politique et économique de l'Europe face aux États-Unis. Il en a été question ces derniers jours lors du sommet européen de Sofia, en amont duquel Emmanuel Macron a reçu le prix Charlemagne du dirigeant le plus européen. Les sourires lorsque, sous les yeux d'Angela Merkel, Emmanuel Macron reçoit le prix Charlemagne pour son engagement européen. Mais c'est bien l'Iran qui est dans tous les esprits. Dans son discours, le chef de l'État critique sans le nommer la décision de Donald Trump de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Nous avons fait le choix de construire la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient. D'autres puissances, tout aussi souveraines que nous, ont décidé de ne pas respecter leurs propres paroles. Devons-nous renoncer pour autant à nos propres choix? Devons-nous céder à la politique du pire? Dans ce dossier, l'Allemagne et la France sont en plein accord. Angela Merkel en appelle à la désescalade et prône une souveraineté européenne. Le temps où l'on pouvait tout simplement compter sur les États-Unis pour nous protéger est révolu. L'Europe doit prendre elle-même son destin en main. L'Europe n'a pas d'autre choix que de jouer collectif si elle veut peser dans le dossier iranien. Elisabeth Morin-Chartier, est-ce qu'il y a là un aveu de faiblesse de la part de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe dans le monde, tout simplement? Et puis on va parler du dossier américano-iranien. Très sincèrement, oui. Ce qui se passe et ce qu'a fait Donald Trump montre que nous devons avoir une réponse collective soudée entre dirigeants européens. Moi, je pense qu'une des réponses très claires devrait être tout à fait symbolique. C'est qu'il y ait un déplacement des 4 M, Federica Mogherini, qui est la patronne de la diplomatie européenne, avec Merkel, May et Macron, devant Donald Trump. Il faut que l'Europe s'affiche forte. Vous y croyez vraiment devant. Ou c'est un vœu pieux? Il y a tellement d'intérêts financiers en jeu qui vont se retourner contre nos grandes entreprises et contre nos petites entreprises, que nous ne pouvons pas, politiquement et diplomatiquement, laisser tirer les ficelles par les autres. C'est le sens même de l'Europe que d'être unis dans une phase comme celle-là. Écoutez ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à Sofia ce jeudi concernant justement la réponse européenne aux sanctions américaines sur les entreprises travaillant avec l'Iran.
Donc je le redis très clairement, on ne va pas sanctionner ou contre-sanctionner des entreprises américaines pour répondre sur ce sujet-là. Ça n'aurait pas de sens, y compris géopolitiquement, par rapport à ce que nous voulons faire. Et la deuxième limite, c'est que nous n'allons pas contraindre des entreprises à rester. Et ça, c'est la réalité de la vie des affaires. Est-ce que ça signifie que finalement le vrai patron, c'est Donald Trump ? Justement, ça signifie qu'il ne faut pas que le vrai patron soit Donald Trump. En l'occurrence, si on ne répond pas aux sanctions américaines. Le monde est assez désarçonné par la façon de procéder de Donald Trump. Que ce soit sur l'accord iranien, que ce soit sur la Corée et sur d'autres sujets, que ce soit sur les sujets. Pardon, on a l'impression qu'on va jouer plutôt le pourrissement et qu'on va attendre que Donald Trump ne soit plus président pour revenir un peu dans ce dossier-là et que on laisse faire un petit peu. Le temps de l'économie. Nos entreprises sont demandez à Peugeot, 30% de ses investissements sont en Iran. Total a investi 5 milliards de dollars. Regardez dans ce le pétrole iranien. Peut faire les problèmes diplomatiques et économiques entre l'Europe et les États-Unis en ce qui concerne par exemple l'industrie automobile allemande. Donc on a des grands secteurs qui aujourd'hui ont besoin de cette stabilité diplomatique pour pouvoir continuer à exister. Et donc d'une voix forte européenne. Et c'est de l'emploi, donc une voix forte européenne. Vous nous confirmez, Elisabeth Morin-Chartier, que vous ne vous représenterez pas l'an prochain aux élections européennes ? Mais vous savez que les questions en France ne se posent pas un an à l'avance. Ça, vous seriez à la télévision allemande, je vous dirais oui, tous les Allemands savent aujourd'hui qui se représentera et qui ne se représentera pas. Donc moi, aujourd'hui, je suis concentrée sur le vote pour les travailleurs détachés. Et vous laissez la porte ouverte ? Je laisse la porte ouverte à tout parce que je suis à donf. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Elisabeth Morin-Chartier d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique spécial Europe, eh bien rendez-vous bien sûr sur notre site internet. La semaine prochaine, émission très intéressante également, émission spéciale apprentissage. Excellente journée à toutes et à tous, à dimanche prochain.